de ce cours est la prise en charge d'une patiente atteinte de prééclampsie. À la fin de ce cours, l'étudiant doit pouvoir connaître les principes de prise en charge de la prééclampsie, spécifier les principes de prévention des complications de la prééclampsie, planifier les modalités de surveillance de la prééclampsie et établir les éléments de prévention pour la grossesse suivante. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec ce cours. Le plan adopté sera la conduite à tenir devant une prééclampsie, les critères de sévérité, les moyens de prise en charge, la stratégie de prise en charge, l'évolution et le pronostic, la prévention et les messages à retenir. La conduite à tenir devant une prééclampsie va être, chez la mère, une hospitalisation immédiate, un examen clinique complet, une surveillance de la pression artérielle, un bilan biologique avec groupage ABO Rhésus des rails, une numération formule sanguine avec bilan d'hémolyse, un ionogramme sanguin, un bilan d'hémostase complet, un bilan hépatique et une évaluation de la fonction rénale. Une échographie abdominale chez la mère peut être pratiquée en cas de suspicion de complications hépatiques. Chez le fœtus, une échographie obstétricale doit être pratiquée pour évaluer le retentissement fœtal. Dans tous les cas, il faut une concertation multidisciplinaire entre l'anesthésiste, le réanimateur, le gynécologue obstétricien et le réanimateur néonatal. En cas de signe de sévérité, chez la mère, il faut la transférer en réanimation et chez le fœtus, il faut discuter entre les spécialistes d'extraction fœtale. Dans le cas particulier de l'éclampsie, l'extraction fœtale est urgente. Alors, quels sont les critères de sévérité maternelle? Il s'agit d'une hypertension artérielle avec une pression systolique qui dépasse les 160 mm de mercure ou une pression diastolique qui est supérieure ou égale à 110 mm de mercure, associée ou non à une atteinte viscérale définie par au moins l'un des critères suivants. Une atteinte rénale avec oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures, une créatinémie supérieure à 135 micromoles par litre ou une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Une atteinte respiratoire avec un œdème aigu de poumon, une douleur thoracique, une douleur épigastrique en barre persistante qui va être le signe annonciateur d'un hématome sous-capsulaire du foie, un hématome rétroplacentaire, son diagnostic est clinique, il est fait par des douleurs abdominales, des pertes sanguines avec des caillots et un sang noirâtre, et un abdomen chirurgical. L'atteinte hépatique avec un HELP syndrome qui associe une hémolyse intravasculaire, une cytolyse hépatique et une thrombopénie, des signes neurologiques persistants avec des troubles visuels, des céphalées, des réflexes ostéotendineux vifs et polycinétiques qui peuvent annoncer d'évolution vers une éclampsie. Chez le fœtus, les signes de gravité vont être l'anomalie du rythme cardiaque fœtal, l'anomalie sévère du Doppler fœtal avec augmentation des résistances vasculaires et le retard de croissance intra-utérin au-delà de 32 semaines d'aménorrhée. Alors, quels sont les moyens de prise en charge? Ils sont au nombre de 5, le contrôle tensionnel, le remplissage vasculaire, le sulfate de magnésium, les corticoïdes et l'extraction fœtale heureuse. L'objectif du contrôle tensionnel avant l'extraction fœtale est d'atteindre une pression artérielle systolique entre 140 et 160 mm de mercure et une pression artérielle diastolique entre 80 et 100 mm de mercure. En postpartum, l'objectif sera d'atteindre une pression artérielle normale aux alentours de 120 mm de mercure de systolique et de 80 mm de mercure de diastolique. Alors, les moyens pour atteindre ces objectifs sont les antihypertenseurs, à savoir que, quel que soit l'âge de la grossesse et avant l'extraction fœtale, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 et les diurétiques sont contre-indiqués.
Les molécules antihypertensives utilisées de première intention sont le labétalol et la nicardipine. En deuxième intention, on va utiliser l'alpha-méthyldopa. En postpartum, on peut continuer à utiliser les molécules déjà utilisées en première et de deuxième intention et introduire les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Le remplissage vasculaire a pour objectif de préserver une perfusion tissulaire optimale. On sait que la grossesse, c'est une situation où la volémie est augmentée, donc le remplissage vasculaire ne peut être utilisé qu'en cas d'hypovolémie induite, que ce soit par des agents vasodilatateurs tels que des agents anesthésiques ou lors d'une hémorragie. Le risque du remplissage vasculaire, c'est d'induire ou d'aggraver une surcharge hydrosodée, notamment pulmonaire, qui peut survenir en postpartum immédiat du fait du retour physiologique de l'eau du secteur interstitiel vers le secteur vasculaire. Les produits utilisés sont les cristalloïdes. Ce remplissage vasculaire doit être prudent et peut être conduit sous monitorage échocardiographique. Le sulfate de magnésium agit contre le vasospasme cérébral et possède des propriétés de neuroprotection. Il est indiqué dans le traitement de la crise d'éclampsie et en prévention de sa récidive. Cependant, il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale aiguë ou en cas de myasthénie. On peut utiliser un bolus de 4 grammes à passer sur 30 minutes avec un entretien de 1 gramme par heure à la seringue électrique pendant 6 à 24 heures. La durée de traitement sera à discuter en fonction de la survenue de signes de surdosage ou de la régression des symptômes de la patiente. L'administration du sulfate de magnésium doit être faite sous surveillance de la fonction rénale avec une évaluation neurologique répétée à la recherche de signes de surdosage tels que les troubles de la conscience, des réflexes ostéotendineux abolis ou une fréquence respiratoire basse. Les corticoïdes sont indiqués entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée. En dehors des critères d'extraction en urgence, ils nécessitent le maintien de la grossesse pendant 48 heures, l'objectif étant d'assurer une maturité pulmonaire fœtale en prévention de la maladie de Membranielli. La molécule utilisée est la bétaméthasone à 12 mg en IV à renouveler à 24 heures d'intervalle. L'extraction fœtale doit être envisagée en cas de prééclampsie sévère ne répondant pas au traitement ou en cas de prééclampsie stabilisée sous traitement. Entre 20 et 24 semaines d'aménorrhée, il faut discuter avec les autres partenaires de prise en charge, notamment les anesthésistes, les gynécologues obstétriciens et les réanimateurs néonataux, sur la pertinence de l'évacuation sur la viabilité fœtale. Entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, il faut poursuivre la grossesse jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée, sous surveillance, et au-delà de 34 semaines d'aménorrhée, il faut discuter l'accouchement. Stratégiquement, quand la patiente se présente, il faut en urgence éliminer un critère de sévérité maternelle ou fœtale, tel que évoqué antérieurement. Dans tous les cas, la patiente est hospitalisée, il faut procéder à un examen clinique complet et répété, un bilan biologique répété, évaluant la fonction rénale, la fonction hépatique et l'hémostase, un contrôle tensionnel, une discussion pluridisciplinaire et une extraction fœtale en cas de signe de sévérité maternelle ou fœtale. Dans l'évolution, la maman peut présenter des complications immédiates telles que l'éclampsie, l'hématome retroplacentaire, le HELP syndrome, la stéatose hépatique aiguë gravidique ou l'insuffisance rénale aiguë. À distance, elle peut présenter des complications cardiovasculaires, un syndrome métabolique, une insuffisance rénale ou une récidive de la prééclampsie lors des grossesses ultérieures. Le fœtus, lui, il peut présenter une souffrance fœtale aiguë. Il court le risque d'accouchement prématuré ou de faible poids de naissance. La prévention repose sur des mesures hygiéno-diététiques, essentiellement sur le contrôle tensionnel. Chez les patientes à risque, on peut utiliser l'aspégique entre 100 et 150 mg par jour
de la 12e à la 36e, 37e semaine d'aménorrhée, ou le calcium entre 1,5 et 2 grammes par jour en cas de déficit calcique. Au total, la prééclampsie est une urgence médicale et parfois chirurgicale. La prise en charge est multidisciplinaire. Elle implique l'intervention du réanimateur, de l'anesthésiste, du gynécologue obstétricien et du réanimateur néonatal. Le traitement est basé sur une hospitalisation systématique, un contrôle tensionnel, l'administration du sulfate de magnésium en cas d'éclampsie, la corticothérapie pour maturation pulmonaire fœtale entre la 24e et la 34e semaine d'aménorrhée, l'extraction fœtale en urgence en cas de souffrance fœtale aiguë ou en cas de prééclampsie sévère. L'évolution peut être marquée par des complications fœtales et maternelles. Les complications maternelles peuvent être immédiates ou peuvent survenir à distance. La prévention est basée sur le contrôle tensionnel et l'aspégique administré entre la 12e et la 37e